J'en viens maintenant au racisme. Pour moi, l'espèce humaine se divise en races. Je définirai ce terme dans quelques minutes. Chaque race donne naissance à des subdivisions qu'on appelle tribus, nations, etc. Ces subdivisions peuvent encore se scinder en régions, clans, familles, etc. Notez que chaque cadre est doublé, car au départ, l'espèce humaine se divise en deux groupes, les hommes et les femmes. De la race qui forme une civilisation plus ou moins complexe à la famille qui vit cette civilisation de manière propre, chaque groupe exprime une facette de plus en plus particulière de la nature humaine. Voilà pourquoi la civilisation à laquelle une race donne naissance se subdivise en groupes multiples. La nation en particulier permet d'exprimer des usages différents au sein d'une même race. En 1863, cet auteur souligna « Les femmes de la race jaune occupent, suivant les différents pays, des situations sociales fort différentes. Mais dans toutes les contrées, cette situation est plus élevée que chez les peuples musulmans. La contrée qui favorise le moins les femmes est la Chine proprement dite. Dans plusieurs provinces de ce pays, les femmes de la haute classe subissent la mutilation des pieds qui, comprimés dès l'enfance dans des bandelettes, se replient en dessous et ne permettent plus qu'une marche difficile et oscillante. Cette infirmité contraint les Chinoises riches à une immobilité presque constante. La position des femmes au Japon est fort différente. Les jeunes filles y jouissent d'une entière liberté et nul ne s'inquiète de leur conduite. Mais une fois mariées, elles sont astreintes à une rigoureuse fidélité dont l'infraction serait punie de mort. Dans les pays indo-chinois, les jeunes filles sont moins libres, mais cependant en relation journalière avec les hommes. Un usage fort bizarre existe même en Birmanie. Toutes les femmes, mariées ou non, portent la robe ouverte par devant, ainsi que le sont nos robes de chambre, de telle sorte que lorsqu'elles marchent, on voit apparaître leurs jambes nues. Dans la race jaune, l'adultère chez la femme est un fait rare. Peut-être est-ce un effet de l'éducation qui leur en a inspiré l'horreur dès l'enfance. Quoi qu'il en soit, il est certain que les femmes chinoises sont en général pénétrées de leurs devoirs et préfèrent souvent mourir que d'y manquer. On connaît le fait arrivé à Takou. Après la prise de cette ville, plusieurs soldats violèrent des femmes qui y habitaient. 1 heure après, elles s'étaient suicidées. Ce rapport démontre qu'au sein d'une race, la nation exprime des usages différents dans certains domaines. Par conséquent, naître homme ou femme quelque part à une époque donnée fait que l'on évoluera dans un environnement particulier pour vivre un destin unique. Cette vision s'accorde avec ma croyance aux existences successives dont chacune permet d'affronter telle ou telle épreuve afin de se bonifier, l'objectif ultime étant de rejoindre le nirvana. Mais on peut être raciste sans la partager. J'ai connu des racistes athées, agnostiques, catholiques. L'antiraciste m'objectera que cette vision du monde est non seulement fausse, mais aussi criminelle par essence. Je répliquerai qu'au contraire, prôner le métissage généralisé, gommer la différence des sexes et plaquer des civilisations sur des races étrangères revient à bouleverser l'ordre providentiel. Il en résulte une déstabilisation du monde, source de catastrophes planétaires. À ce sujet, la lecture du dernier rapport des Nations Unies sur les risques mondiaux m'apparaît très profitable. Sur une période de 50 ans, les auteurs constatent l'augmentation globale, même si elle n'est pas linéaire, des catastrophes en tout genre. Chaque année depuis 2010, les désastres et les conflits déplacent en moyenne 30 millions de personnes. Or, sans même parler de l'économie, les risques de nouvelles crises écologiques sont nombreux. Contrairement à ce que répète une presse alarmiste, le changement climatique est loin d'être le plus grand. La diminution de la biodiversité, source possible de famine, se révèle bien plus inquiétante. À cela s'ajoute la pollution par le phosphore et l'azote, ainsi que les atteintes portées à la nature, déforestation, désertification, etc. Toutefois, les plus grands dangers sont nouveaux. On y trouve non seulement la pollution par des agents chimiques récents et par les métaux lourds, mais aussi les risques sanitaires dus à l'activité humaine. Le nouvel ordre mondial antiraciste, libéral et tourné vers la consommation confirme donc sa nocivité. Voilà pourquoi je suis raciste,
partisan du respect le plus complet possible de l'ordre naturel. L'antiraciste me répond « Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». La première malhonnêteté du slogan consiste à faire croire qu'il n'existerait qu'une seule sorte de racisme. C'est faux. Pour le démontrer, j'invoquerai ce catéchisme républicain paru en 1848. À la question « N'y a-t-il pas une race supérieure aux autres ?», l'auteur répondait « La race blanche ou caucasienne est douée de la faculté du progrès à un degré supérieur. Partout où elle est en contact avec les autres races, c'est elle qui commande. » L'auteur était donc un raciste qui, de plus, affirmait la supériorité des Blancs. Mais la suite en déconcertera plus d'un. Il soulignait « Tout ce qu'on doit inférer de la supériorité de la race blanche, c'est la nécessité de ramener par le croisement l'espèce à l'unité de race. » Que gagnerait l'espèce à l'établissement de l'unité de race? D'abord, d'effacer les différences qui, bien que secondaires, ne sont pas sans influence sur le sentiment de la fraternité. En second lieu, de favoriser le développement de l'égalité intellectuelle. Enfin, de mettre partout d'accord la beauté du corps avec celle de l'esprit. Le racisme de l'auteur l'amenait donc à prêcher un métissage généralisé. Il va sans dire que je suis en désaccord profond avec cette conception. Mais qu'importe, elle démontre que la croyance en l'inégalité des races peut conduire aux conclusions les plus contradictoires, dont certaines rejoignent l'antiracisme. Il est donc faux de parler du racisme comme s'il existait chez ses adeptes une unité de doctrine. Dans cette vidéo, j'exposerai ma vision du racisme. De nombreux militants nationalistes en ont une autre, beaucoup plus ferme et beaucoup plus radicale. Peut-être ont-ils raison, peut-être est-ce moi qui ai tort. Voilà pourquoi je ne prétends pas imposer mes conceptions. Je les expose afin de répondre à l'antiraciste qui nous accuse en bloc d'être des individus haineux et des criminels en puissance. L'antiraciste affirme qu'il n'existe aucune race humaine. Les êtres humains formeraient une seule espèce au sein de laquelle on noterait des différences accidentelles dues au climat, au mode de vie, etc. Parmi les justifications avancées, celle qui frappe le plus souligne qu'au sein de l'espèce humaine, le passage d'un groupe à un autre s'effectue de façon continue sans qu'il soit possible de fixer des limites précises entre les ensembles. Cet argument n'est pas nouveau, il était développé au XIXe siècle. Parmi ces caractères à variation continue figure l'indice céphalique. Bien qu'il permette de séparer l'humanité en groupes distincts, allant des dolicocéphales aux brachycéphales, sa continuité a pour conséquence des limites fixées de façon arbitraire. L'antiraciste en déduit que les races n'existent pas. À cela, je réponds que cette petite fille ne peut fixer une masse précise à partir de laquelle un objet lui paraît lourd. Pourtant, elle vous dira que le carton de droite est lourd alors que celui de gauche est léger. Preuve que la notion de lourdeur existe, et cela même si personne ne peut en fixer la limite précise, y compris pour lui-même. Autre exemple, l'homme à gauche est riche, celui à droite est pauvre. Pourtant, si je donne à celui de droite 1 euro après 1 euro, il finira par être riche, mais sans pouvoir me dire la somme exacte à partir de laquelle il le sera devenu. Bien des notions existent donc, et cela même s'il se révèle impossible d'en fixer des limites précises. Il en va de même avec les races. Certes, les variations continues au sein de l'espèce humaine rendent impossible une catégorisation précise de tout le monde. Dans cette foule, certaines personnes appartiennent à des zones dites grises. Mais cela n'implique pas l'inexistence de groupes raciaux distincts. En 1895, au terme d'une étude minutieuse, l'anthropologue Paul Topinard concluait « La famille humaine, la première de l'ordre des primates, se compose d'espèces ou races humaines fondamentales dont le nombre et les caractères primordiaux font l'objet de cette seconde partie de l'anthropologie. » Certes, pour avoir étudié le problème racial avec ma formation scientifique,
j'avoue sans peine que les débats sont âpres et que l'étendue des disciplines convoquées, de la génétique à la sociologie en passant par la paléontologie, rend tout jugement d'ensemble extrêmement difficile. Le risque est grand de ne sélectionner que les données en faveur d'une thèse défendue a priori et d'ignorer les autres qui la heurtent. En 1895, Paul Topinard avait noté « D'autres caractères crâniens sont regardés à tort ou à raison comme hiérarchiques. Ils se rapprochent chez les nègres de ce qu'ils sont chez les singes et établissent la transition de ceux-ci jusqu'aux Européens. Sur le squelette, dans les muscles et dans les viscères, apparaissent ainsi des dispositions se rapportant à une aptitude demi-inclinée comme celle des anthropoïdes. L'esprit est donc porté à considérer ces variations croissantes ou décroissantes comme la preuve d'un perfectionnement graduel de l'organisme, comme si toutes les races humaines dérivaient d'un même type inférieur. Les Boshiman, par un grand nombre de caractères, occupent de cette façon le bas de l'échelle. Les Mélanésiens, les nègres de Guinée, les Cafres, les races jaunes, etc. leur succéderaient. Mais cette vue de l'esprit, juste pour certains caractères, est absolument contredite par d'autres. On le voit, le problème est trop complexe pour accepter le réductionnisme. 10 ans auparavant d'ailleurs, dans un ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines », un avocat noir avait contesté les conclusions dérivées, entre autres, des mesures craniologiques et de l'analyse des cerveaux. Plus près de nous, l'ouvrage The Bell Curve offre un exemple flagrant de querelle intellectuelle autour du fait racial. Paru en 1994, certains affirment qu'il démontre scientifiquement l'existence des races. Toutefois, d'autres répondent qu'il n'en est rien et que ce travail n'a aucune valeur. Dans les deux camps, les arguments invoqués sont forts, ou du moins le paraissent-ils quand on ne maîtrise pas tous les savoirs mis en jeu. Il en va de même avec la génétique. Un raciste aura certes raison de l'invoquer, car elle lui fournit des arguments solides. Mais sans contredire cette discipline, l'épigénétique vient tempérer les raisonnements et les conclusions. On sait en effet que des molécules sont susceptibles d'inactiver des gènes. Dès 1857, Louis Pesse soulignait « Il est démontré par expérience qu'en toute matière autre que les mathématiques, les doutes et les incertitudes croissent en raison directe de la durée de la dispute. La question raciale n'y échappe pas. Voilà pourquoi j'évite désormais d'intervenir dans des débats sans fin. J'adopte pour le mot « race » la définition que lui donnait en 1900 le président de la Société d'anthropologie de Paris. La race est une collection ou suite d'individus issus les uns des autres, distincts par des caractères devenus constants. Concrètement, cela signifie que de génération en génération, des noirs, des jaunes ou des blancs entre eux resteront noirs, jaunes ou blancs, et cela même s'ils partent vivre sous un autre climat. J'en veux pour preuve le fait qu'aux États-Unis, les descendants d'esclaves noirs dont les ancêtres se sont mariés entre noirs conservent des traits négroïdes. Quant aux différences d'aptitudes intellectuelles, une carte récente des prix Nobel démontre la supériorité de la race blanche lorsqu'il s'agit de faire fonctionner son cerveau gauche. En 1911, les auteurs d'un manuel scolaire soulignaient avec raison que la civilisation blanche s'étendait dans le monde entier. L'avenir l'a confirmé, tout simplement parce que dans leur grande majorité, les peuples ont voulu bénéficier de ces bienfaits. Avec la philosophie et la technique fécondées par le cerveau gauche, les Blancs ont donc créé une civilisation considérée comme supérieure. J'y vois une preuve de leur supériorité raciale. L'antiraciste m'objectera que l'intelligence ne se limite pas au cerveau gauche. Avec malice, il ajoutera que dans The Bell Curve, une statistique montre les progrès accomplis collectivement par les Noirs américains entre 1970 et 1990. Il en déduira que dans quelques siècles, cette carte aura probablement changé d'aspect. Personnellement, j'en doute. Ici, l'antiraciste m'accusera de nourrir des préjugés. Extirper les préjugés des Blancs à l'encontre des autres races. Depuis 2 siècles, les antiracistes nous chantent ce refrain. Témoin cet ouvrage couronné en 1841 par la Société française pour l'abolition de l'esclavage. L'auteur entrevoyait la société haïtienne et américaine une fois les préjugés racistes des Blancs extirpés. On lisait «
Qu'on se figure cette masse d'hommes noirs, libres, instruits, en présence de la nature tropicale si riche, si variée, encore si peu exploitée par les sciences, les arts, la littérature, déployant tout le luxe de leur imagination et prenant enfin possession d'un domaine dont ils ignoraient jusque-là le prix. Artistes, ils reproduiront sur la toile ou le marbre les traits de ceux de leurs frères qui furent grands parmi eux, les grandes actions où ils auront déployé leurs valeurs. Littérateurs, ils enrichiront leur pays de leurs productions originales, ils doteront la vieille Europe d'une littérature nouvelle qu'elle semble attendre. Historiens, ils feront connaître les premiers hommes qu'ils sont venus remplacer sur cette terre abreuvée de leur sueur et de leur sang. Ils écriront l'histoire de leurs pères, de leurs frères, les réhabiliteront. Ils auront leurs chroniques, les annales. Savants, ils initieront l'Europe étonnée à toutes les richesses de ces régions inexplorées. La médecine acquérera de nouveaux et puissants moyens de guérir. La botanique, l'histoire naturelle auront de nouvelles investigations à faire. Et en ce moment où le marasme a tout envahi, où la littérature, ne trouvant presque plus d'aliments, semble condamnée à périr sous le poids du papier imprimé qu'on lui fait dévorer chaque jour, qui nous dit que ce n'est pas l'Amérique avec ses nègres et ses mulâtres libres qui doit résoudre les questions soulevées en ce moment, indiquer la voie nouvelle que devront suivre les générations futures, apaiser le désordre des esprits. En résumé, les Noirs enfin libres allaient renouveler les arts, les sciences, la médecine, la botanique, la littérature, la philosophie de la vie. Ils allaient remettre de l'ordre dans les esprits des Blancs d'Europe et d'Amérique. L'avenir a démontré l'ineptie de ce rêve. C'était lui, l'antiraciste, qui était bourré de préjugés. Il n'était pas le seul. Dans un ouvrage catholique paru en 1889, l'auteur soulignait « Quand certains négrophiles ont soutenu que le noir tel qu'il est l'égal du blanc, ils ont parlé contre toute évidence. Quand monsieur l'abbé Pierre Bouche va jusqu'à dire « Je n'hésite pas à affirmer que l'intelligence du nègre n'est pas inférieure à celle du blanc », on peut l'accuser d'une certaine partialité généreuse en faveur de ses clients les noirs, partialité que certains jugements corrigent dans le reste de son livre. Les préjugés antiracistes ne sont donc pas nouveaux. Malgré cela, l'auteur poursuivait, on peut dire d'une manière générale que les voyageurs et les missionnaires qui ont vécu parmi les nègres font un assez grand éloge de leurs facultés intellectuelles. Si les caractères distinctifs de leur nature empêchent de les placer au premier rang, ils permettent du moins de leur assigner un rang honorable. Peu auparavant, il avait souligné « Il ne faut pas exagérer l'état d'abaissement et de barbarie des nègres. L'ensemble des conditions qui a fait la race noire a eu pour résultat, il est vrai, d'établir entre elle et la race blanche une inégalité actuelle indéniable que des siècles peut-être suffiront à peine à effacer. » Ce raciste admettait donc que l'infériorité du noir pourrait très progressivement s'estomper. Il n'y a là rien d'étonnant. En 1851, un autre auteur avait synthétisé plusieurs travaux sur l'Amérique. De nos jours, sa synthèse le conduirait au tribunal, car il écrivait « Contrairement à nous, l'infériorité du nègre est extrême ». Mais il citait M. Johnston qui soulignait « Il m'a été rapporté par des personnes dignes de foi que les premiers crânes de nègres déterrés dans le cimetière de New York sont plus épais et annoncent un caractère moins intelligent que ceux qui ont été observés récemment. Monsieur le docteur Warren m'a fait voir, dans sa collection, des crânes de noirs pur sang, dont le développement indiquait une plus grande capacité intellectuelle, et il était convaincu que, par sa résidence dans une contrée intelligente, cette race devait se perfectionner. Une telle opinion s'accorde avec celle de Blumenbach. Malgré les objections des partisans de l'inaltérabilité des races, je dois prendre en considération les recherches et les études d'un homme tel que M. Warren. Des racistes croyaient donc que les différences raciales pouvaient s'amoindrir lorsqu'un groupe considéré comme très inférieur vivait dans une société supérieure. Personnellement, je ne rejette pas a priori cette hypothèse. Tout comme M. Johnston accordait du crédit aux recherches du Dr Warren, je prends en compte cette statistique qui montre les progrès accomplis collectivement par des Noirs américains entre 1970 et 1990. Autrement dit, bien que raciste moi-même, je suis prêt à croire qu'immergé dans une superstructure blanche, je dis bien
immergés dans une superstructure blanche, c'est-à-dire dans une société organisée par des blancs. Des noirs puissent en profiter et progresser collectivement. Jusqu'à quel point, je l'ignore. Mais à mon avis, sans le blanc, le noir serait collectivement incapable de pérenniser une civilisation de type européen. Collectivement, bien entendu, car certains noirs se hissent sans problème au niveau des blancs. Mais en termes de société, il faut envisager les données collectives. D'où la nécessité de sauvegarder la race blanche pour pérenniser la civilisation européenne, donc d'assurer que notre continent reste blanc à près de 100%. L'établissement d'immigrés doit être exceptionnel. Mais j'entends déjà la réponse de l'antiraciste. Profitant de ma dernière phrase, il lancera « J'ai donc raison d'affirmer que la première cause du racisme, c'est la peur de l'autre. Cet autre, vous voulez l'empêcher d'entrer en Europe et même le chasser s'il y vit déjà. Voilà pourquoi le racisme peut mener au crime, voire au massacre de masse, d'où son interdiction par la loi. » À cela, j'objecterai qu'en effet, tout acte de défense peut mener au pire. Le christianisme en offre un exemple flagrant. Lorsqu'il s'est agi de défendre la foi, les guerres de religion entre protestants et catholiques ont semé la haine et la mort. Dès lors, pourquoi le christianisme n'est-il pas interdit? Tout simplement parce que le législateur estime qu'en lui-même, ce courant religieux n'est pas criminel. S'il le devient, c'est la conséquence de dérives sectaires qui trahissent son message et dont il ne saurait être tenu pour responsable. Cette conclusion me paraît légitime. Mais la même question se pose avec le racisme. Le racisme est-il intrinsèquement criminel ou ne le devient-il que par accident lorsque certaines personnes l'exploitent de manière outrancière, voire illégitime? Je privilégie la deuxième affirmation. Certes, l'antiraciste répondra qu'en présentant le noir comme un singe, voire moins, le raciste justifie tout, de sa mise en esclavage à son extermination si besoin est. Il ajoutera que loin d'être une dérive, ce mépris pour les races inférieures est à l'origine du racisme. En 1864, un auteur affirma que si l'humanité avait eu un ancêtre commun, cette forme primitive constituant l'origine de tout genre humain eût été une forme inférieure quelconque, telle le nègre ou le boshiman par exemple. 20 ans plus tard, un autre raciste classa les races de la plus inférieure à la plus évoluée. La plus inférieure, disait-il, était celle des Australiens. Pour la décrire, il reprenait les mots de l'explorateur français Dumont d'Urville. Je jetai un coup d'œil sur le point qu'on m'indiquait, et je vis un objet qui ne pouvait en aucune manière passer pour un homme. C'en était un pourtant, qui ne montrait alors que la partie dorsale. Sur un appel des matelots, cet objet se tourna de notre côté. Rien de plus hideux au monde. En 1875, l'auteur d'un dictionnaire universel lança « Pour ceux qui ont pu converser avec le nègre, à eux signalé comme le plus intelligent, l'infériorité du nègre est immense et inappréciable, car il n'y a pas de comparaison possible. Ce qu'on appelle chez eux intelligent, c'est le bavardage sans fin, bestial, stupide, toujours matériel. Aucun raisonnement, aucun sentiment, aucune idée. Rien que la voracité, l'appétit, les besoins charnels, surtout la bestialité enfin. Le nègre, c'est le singe à peau noire, non velu mais laineux sur la tête. Ce ne sera jamais un homme tel que la civilisation l'a fait, ou plutôt tel qu'il s'est fait dans la civilisation. Il n'a de l'homme que la forme extérieure, mais rien, absolument rien de son intelligence et de ses aptitudes. C'est la bête à deux pieds. C'est le grand singe, rien de plus. Ces lignes me coûtent à écrire, mais je dois la vérité. L'antiraciste dira que ce genre de description, très déshumanisante, justifie tous les excès commis contre les Noirs. Mais même à l'admettre, le racisme déshumanise-t-il nécessairement les races considérées comme inférieures? Non. En guise de preuve, j'opposerai cette histoire générale des races humaines publiée en 1849. L'auteur reconnaissait l'inégalité des races tout en soutenant que le temps pouvait modifier les situations. À propos des Noirs, il écrivait « L'absence de civilisation chez les nègres proprement dit n'est pas quelque chose de définitif en supposant que ce soit quelque chose de certain.
Le retard extrême du réveil d'une race peut tenir au non-établissement d'une colonie des peuples civilisés. Pour justifier cette assertion, l'auteur soulignait « Il suffit de trouver un seul nègre éducable à la façon des Blancs pour affirmer l'égalité des aptitudes chez les deux races. Ces exemples ne sont pas rares. Depuis le fameux mulet Ismaël, les empereurs du Maroc ont trouvé parmi les nègres plus d'un vizir habile. Saint-Domingue a fait connaître les noms et actes d'administrateurs capables et de soldats heureux. L'abbé Grégoire et le missionnaire d'Olderdorp ont colligé une bibliothèque déjà considérable de nègres littérateurs. Ce raciste avait-il raison ou tort? Dans le cadre de cet exposé, la question est sans importance. Son texte démontre qu'on peut croire en l'existence des races et en leur inégalité profonde, sans pour autant nier à la plus inférieure de toutes son humanité. M'accusera-t-on d'avoir choisi un auteur isolé? Alors je citerai cette communication d'un raciste paru en 1860. Il soulignait « La séparation du genre humain en races n'a effacé dans aucune le caractère de l'humanité. Il éclate aussi bien dans les facultés morales que dans les traits du corps. L'intelligence, le sens moral, la raison et les passions, la connaissance de Dieu, du bien et du mal, l'aptitude à connaître une loi religieuse qui dirige et fortifie l'homme dans ses bonnes inclinations, l'aide à combattre l'égoïsme et les passions déréglées, tout cela existe chez tous les peuples, et tout observateur sérieux et impartial le retrouvera chez toute nation sauvage qui l'étudiera réellement. » Tournons-nous maintenant vers l'un des pères du racisme inégalitaire, le comte Arthur de Gobineau. Dans son essai sur l'inégalité des races, il écrivait « Sans doute à mes yeux, les races humaines sont inégales, mais je ne crois d'aucune qu'elle ait la brute à côté d'elle et semblable à elle. La dernière tribu, la plus grossière variété, le sous-genre le plus misérable de notre espèce, est au moins susceptible d'imitation, et je ne doute pas qu'en prenant un sujet quelconque parmi le plus hideux Bochimène, on ne puisse obtenir, non pas de ce sujet même, s'il est déjà adulte, mais de son fils, à tout le moins de son petit-fils, assez de conception pour exercer un état, voire même un état qui demande un certain degré d'étude. Un tel langage peut choquer, surtout aujourd'hui, mais le sens est clair. Au sein de la race qu'il jugeait la plus inférieure de toutes, Arthur de Gobineau voyait des êtres humains éducables. Par conséquent, un raciste peut, sans contradiction aucune, accorder aux autres races les droits inaliénables reconnus aux êtres humains. En premier lieu, celui d'être ni massacré, ni persécuté, ni réduit en esclavage uniquement pour sa couleur de peau. Témoin cet ouvrage de droit paru en 1870. L'auteur écrivait « La supériorité de la race blanche est éclatante, ses œuvres l'attestent. De là, on s'est trop hâté de conclure que les autres races sont inférieures par leur nature. On ne s'est pas aperçu que, s'il en était ainsi, il faudrait leur refuser la qualité d'homme. Si la vie de l'homme est une éducation progressive, la perfectibilité doit être un attribut essentiel de la nature humaine. S'il y avait des peuples non perfectibles, ce serait une autre espèce. Personne n'ose aller jusque-là. Les partisans les plus décidés de la race blanche admettent l'unité de l'espèce humaine. Dès lors, toutes les races sont perfectibles. Cette perfectibilité ne peut pas avoir une autre limite pour les jaunes ou noirs que pour les blancs. Sinon, il y aurait une différence radicale entre les races, ce qui nous conduirait de nouveau à une diversité d'espèces. Si le genre humain est un, ses facultés sont identiques et également développables. Seulement, le progrès peut être arrêté, entravé par des influences accidentelles. Si ce n'est qu'un obstacle accidentel, il disparaîtra. Il y aura dans la grande famille humaine des aînés et des frères plus jeunes. Il n'y aura plus de supérieurs ni d'inférieurs, plus de maîtres ni d'esclaves. Le frère aîné doit aider son jeune frère dans le travail de son perfectionnement. Telle est aussi la mission des peuples dont la civilisation a devancé les autres. Les Blancs ne sont pas les seigneurs et maîtres du monde. Ils n'ont aucun privilège, mais une charge, celle de présider à l'éducation de leurs frères moins avancés. Opinion d'un raciste isolé? Non. 11 ans auparavant, un auteur avait affirmé que la diversité des types humains se résolvait en une espèce unique, variée par des races nombreuses. Il était donc raciste, mais à ses yeux, l'unité primitive de l'espèce humaine impliquait la fraternité naturelle de tous les hommes, c'est-à-dire la condamnation absolue de l'esclavage.
Ce raciste était donc lui aussi un apôtre de la fraternité universelle. Me reprochera-t-on de citer des auteurs anciens? Alors je mentionnerai la livraison de la revue Race et Racisme parue en juillet 1937. On lisait « Ni l'infériorité d'une race, si elle était démontrée, ni sa structure différente ne saurait entraîner des mesures de discrimination, d'extermination, mais bien au contraire, il appartiendrait à la science de rechercher tous les moyens propres à améliorer la condition, aussi bien biologique que mentale, de cette race et à l'élever au rang de celles qui sont plus favorisées par le sort. » 2 ans plus tôt, un Belge avait publié un livre intitulé « Le culte de la race blanche ». Il expliquait « La race blanche est manifestement supérieure aux 2 autres dans l'ensemble des êtres qui la composent. Son génie créateur l'a mise au premier rang, et c'est d'elle que jaillit ce torrent d'inventions qui provoque la profonde révolution nouvelle. Il est bien élémentaire qu'elle garde pour soi la puissance et les possibilités qui en résultent. D'autant que l'une et les autres, cédées aux races voisines, ne tarderaient pas à se retourner contre elle. Il en est de même de la civilisation européenne. Œuvre des Blancs, elle ne convient qu'à eux. La commodité des moyens de communication et les grandes propagandes culturelles parmi les races inférieures préparent les voies au mélange des races. Une fusion des civilisations puis des races porterait en soi un germe de mort. Finalement, l'Europe serait envahie en fait. Si 2 races se mélangent, les caractéristiques de toutes 2 peuvent disparaître par dégradation réciproque. Il s'ensuit qu'une barrière de volonté, une mystique commune, doit souder les peuples de race blanche. Elle les sauvera de l'infiltration de leur territoire, elle leur gardera intacte leur race et leur civilisation, leur réservera les progrès qui sortent d'eux. Elle sauvegardera l'hégémonie qui leur revient et qui doit assurer l'ordre mondial. Cette mystique ne doit pas craindre d'aller à l'encontre de l'altruisme. D'abord, maintenir les autres races dans leur développement propre, les laisser se développer suivant leurs moyens et leur civilisation, est aussi assurer leur bonheur et l'ordre naturel. Ensuite, un principe qui peut sauver 500 millions d'hommes de notre race porte en soi un argument péremptoire de générosité. Vouloir englober par une fausse humanité les hommes des autres races et condamner la sienne à la disparition est au contraire une trahison. Plus loin, l'auteur écrivait « Il faut chercher dans la hiérarchie des races une loi souple, conforme à la vie même des races et non l'utopie d'un théoricien. » Et enfin, il est légitime que la race blanche qui imprimait ses directives au monde de 1914 ne laisse pas accentuer sa rétrogradation, mais veuille reprendre son poste de contrôle et de commande où par la voie naturelle installe ses qualités supérieures. Ce juste retour viserait autant à son salut propre qu'au maintien définitif de l'équilibre mondial. Bien compris, le racisme n'est pas source de haine, mais d'unité avec nuance de hiérarchie et pour ce qui nous occupe, d'unité européenne. On le voit, l'affirmation raciste, même lorsqu'elle hiérarchise, ne conduit pas, ou pas nécessairement, à la haine raciale. J'en conclus qu'en lui-même, le racisme n'est nullement criminel. D'ailleurs, en tant que raciste, je ne veux ni tuer ni molester personne, ni même exploiter quiconque. Bien au contraire, je souhaite que les races se développent harmonieusement sur leurs territoires historiques. Je plaide donc pour l'organisation d'une remigration dans des conditions humaines, avec l'accord des pays concernés, voire avec des conventions d'aide au développement. L'antiraciste m'objectera que de nombreux immigrés sont intégrés. Le très peu qui le sont parfaitement pourront rester s'ils le souhaitent. Ils font partie du processus normal de brassage des peuples. Pour les autres, je m'en réfère à cet ouvrage publié en 1894. Épais de près de 400 pages, l'auteur figurait probablement parmi les plus grands connaisseurs de l'Afrique. Après en avoir étudié l'histoire, il concluait que le sous-développement des peuplades noires provenait de leur ignorance du patriarcat. Cette ignorance avait engendré des sociétés défectueuses dont les peuples voisins avaient profité pour soumettre les Noirs. L'auteur consacrait alors un chapitre entier aux conditions de régénération de la race noire. Au terme de longs développements, il concluait « Pour régénérer la race nègre en Afrique, il conviendrait de trouver, hors du continent africain, des contingents d'émigrants noirs déjà formés dans une certaine mesure à la particularisation des moyens d'existence.
L'auteur invoquait les nègres de la Géorgie et du Texas pour affirmer l'existence de noirs capables de devenir propriétaires et de bonifier leurs propriétés. Certes, il était conscient des difficultés qu'il y aurait à convaincre ces gens de repartir en Afrique. Mais il ajoutait que des immigrants noirs pénétrés des idées et des habitudes américaines, même à dose médiocre, apporteraient dans le continent africain un ferment bien précieux. Ils y produiraient une forte poussée dans le relèvement social de la race nègre. Autrement dit, des immigrés ou des descendants d'immigrés peu intégrés pourraient former ces contingents destinés à la remigration. Le projet lui paraissait d'autant plus envisageable qu'un jour, l'Amérique totalement colonisée ne serait plus attractive. L'Afrique deviendrait alors, pensait-il, un lieu d'émigration. Ce projet n'a pas été réalisé. Mais si demain en Europe, des gouvernements nationalistes s'installaient au pouvoir, tous ces immigrés peu ou pas intégrés seraient renvoyés chez eux de façon humaine, avec l'accord des pays concernés et des conventions d'aide au développement dont ils pourraient être les acteurs. Certes, il s'agit là d'une ébauche de programme, mais mon objectif n'est pas d'exposer une politique précise. Je veux juste démontrer que l'on peut être raciste de façon calme et pondérée, sans nourrir ni haine ni volonté de massacre. Certains m'objecteront que les pays ne voudront pas récupérer leurs immigrés, donc que mon beau programme sera impossible à réaliser, du moins dans son entier. Dans ce cas, pour les halogènes restants, je prônerai l'apartheid, c'est-à-dire le développement séparé dans des enclaves qui leur seront accordées. On me rétorquera que ces halogènes se multipliant plus vite, le processus de submersion reprendra. Je répondrai que pour l'éviter, les Blancs devront être à la hauteur. Hitler l'avait compris. Parlant de l'État raciste, il affirmait « Ce ne sont pas les fossés des forteresses qui le protégeront le mieux, mais le mur vivant que formeront des hommes et des femmes pleins du plus ardent patriotisme et d'un enthousiasme national fanatique. » Ce jour-là, l'Europe pourra se sauver, quelles que soient les difficultés rencontrées. Mais justement, intéressons-nous à ce que fut le racisme dans le Troisième Reich. Le 10 janvier 1943, s'exprimant sur les ondes de Radio Paris, le docteur Friedrich aborda le problème du racisme hitlérien. Il expliqua « Le principal grief que depuis la prise du pouvoir par le national-socialisme on a pu faire à l'Allemagne hitlérienne était sa politique raciste. Or, le phénomène primordial qui domine tous les autres et assume la cohésion de la nation, c'est la race. Bien avant la constitution des États et des gouvernements, la Terre était peuplée par des groupes humains cimentés par les liens du sang, et ce lien le plus ancien qui soit au monde a déterminé leurs lois, leurs mœurs et leurs coutumes. Le sang est donc la source de toutes les civilisations. C'est de cette fontaine ruisselante qu'ont jailli toutes les œuvres humaines, l'histoire, la politique, la culture, la religion. Toucher au sang, c'est toucher au mystère même de la vie. À l'époque, ce message n'avait rien d'extraordinaire. Dans ce manuel de géographie paru en 1938, les petits Français apprenaient l'existence de races différentes entre elles. 30 ans plus tôt, la République enseignait à leurs parents « Tous les hommes n'appartiennent pas à la même race. La race blanche est remarquable par une grande activité intellectuelle. On lui doit les grands penseurs et les grands artistes. La race jaune est moins intelligente, mais elle copie très facilement tout ce qui fait la supériorité de la race blanche. Chinois et Japonais sont laborieux, patients et sobres. La race noire est inférieure aux deux précédentes au point de vue physique et intellectuel. Les nègres sont paresseux et indolents. » À la même époque, ce manuel de morale républicaine soulignait « La communauté de race est un élément constitutif de la patrie. » À cela, l'antiraciste m'objectera que si la République a pu tomber dans le travers du racisme, elle n'en a jamais fait une politique concrète et radicale de gouvernement. Or, poursuivra-t-il, au sein du Troisième Reich, le racisme inflexible promu par l'État devint criminel, non seulement contre les Juifs, mais aussi contre les Slaves. Pour le démontrer, il invoquera la fameuse brochure anti-slave intitulée « Le sous-homme ». Avant d'y venir, j'aimerais préciser ce qui suit. À Nuremberg, le général Keitel rappela que pour Hitler, la guerre contre l'URSS était une lutte décisive entre deux conceptions philosophiques.
Le premier facteur était donc idéologique, pas racial. Hitler voulait exterminer le bolchevisme. Le 30 mars 1941, il l'avait dit à ses généraux. Cette lutte impliquait l'extermination des commissaires politiques et de l'intelligentsia communiste. Mais tous les Slaves étaient-ils visés? Non. En effet, si à Nuremberg, l'accusation put produire de nombreuses preuves concernant la répression brutale à l'encontre des partisans soviétiques et de leurs complices, elle fut incapable de montrer un ordre d'extermination des populations. Me dira-t-on que la lutte contre les partisans cachait un massacre systématique? J'objecterai que le 25 novembre 1941, par exemple, l'armée établit un camp de concentration dont l'objectif était le suivant. Internement de personnes suspectées d'être des partisans ou des agents jusqu'à ce que leur culpabilité ou leur innocence soit démontrée. Le paragraphe 7 prévoyait l'attestation qu'il faudrait fournir aux suspects reconnus innocents et libérés. Si vraiment la lutte contre les partisans avait caché une extermination systématique, alors un tel camp n'aurait jamais été construit. Tout le monde aurait été fusillé. À son procès, le général von Salmuth souligna que les femmes et les enfants participaient à la guérilla. Par conséquent, leur exécution ne démontre pas l'existence d'une extermination systématique. D'ailleurs, de nombreux documents prouvent que les Slaves n'étaient pas exterminés. Une directive générale pour l'administration des territoires de l'Est déclarait « Dans les lieux où la population requiert des besoins urgents en nourriture, ils devront être satisfaits dans la mesure du possible afin d'éviter les famines. Il serait aussi désirable de garantir aux personnes nécessiteuses placées dans une situation d'urgence, chômeurs et autres, une assistance en argent et en nourriture. Or, quand on veut exterminer une race, la misère et la famine sont deux armes de destruction massive. J'ajoute que pendant la guerre, des machines agricoles furent livrées à l'Ukraine pour une valeur de 180 millions de Reichsmark. À Nuremberg, celui qui gouverna les territoires de l'Est, Alfred Rosenberg, cita une directive qui concernait l'Ukraine. On lisait « L'école primaire portant sur 4 ans doit être conservée sans exception, après quoi un enseignement technique correspondant au mode de vie lui succédera. Pour les services vétérinaires, les transports, l'agriculture et les recherches géologiques, l'administration allemande a besoin de forces que le peuple allemand n'est pas en mesure de fournir. Dans ce domaine, on peut inculquer à la jeunesse ukrainienne arrachée à la rue la conscience de collaborer à la reconstruction de son pays. Il serait là inacceptable que des services allemands s'opposent à la population par des remarques dédaigneuses. Une telle attitude est indigne des Allemands. Et plus loin, on devient le maître par un comportement et des agissements adéquats, par des qualités qui s'imposent, et non par un comportement extérieur importun. On ne mène pas les peuples avec des discours insolents. On ne gagne pas la confiance des autres en faisant preuve de mépris. Alors certes, dans l'administration des territoires occupés, des erreurs furent commises. Mais si vraiment les Allemands avaient méprisé les Slaves au point de vouloir les anéantir, une telle directive n'aurait jamais été émise. Parmi les graves erreurs, une concerne les prisonniers de guerre soviétiques. Avant l'invasion de l'URSS, l'armée avait construit sur le territoire du Reich des camps destinés à les recevoir. Tout était prévu, y compris les cuisines et les vêtements, afin d'assurer la nourriture et l'habillement. Toutefois, ces camps avaient été conçus pour 790 000 personnes. Or, les prisonniers furent plus de 3 millions. De plus, peu après l'attaque, Hitler interdit leur transfert en Allemagne. L'armée dut donc improviser des camps, ce qui provoqua une catastrophe humanitaire très bien décrite par Alfred Rosenberg. Les morts se comptèrent par centaines de milliers. À partir de septembre 1941, toutefois, les prisonniers purent être progressivement transférés en Allemagne. Là, ils furent utilisés dans l'agriculture et l'industrie. Peu à peu, la situation rentra dans l'ordre. Mais il est vrai qu'en Russie, l'hiver 1941 fut catastrophique. De très nombreux prisonniers moururent de misère ou du typhus, alors que toute amélioration de la situation était impossible. Notons que des médecins allemands moururent eux aussi du typhus. Une autre erreur fut le traitement déplorable la première année des travailleurs de l'Est. Logement, discipline, nourriture, paiement, service postal, tout laissait gravement à désirer. Il en résulta chez ces populations le sentiment que le slogan « Libération du bolchevisme » avait été un simple prétexte pour les exploiter. La propagande ennemie sut en tirer profit. Les nazis, disait-elle, vous traitent comme des esclaves jusqu'à la mort. À Nuremberg, toutefois, le responsable de la main-d'œuvre, Fritz Zockel, rétablit la vérité.
Dès le 7 mai 1942, il avait exigé que tous les efforts soient fournis pour obtenir un traitement décent des travailleurs de l'Est. Il fit supprimer les barbelés qui clôturaient leurs camps d'habitation. Il adoucit les ordonnances qui limitaient leur sortie. Il procura des vêtements pour 1 500 000 travailleurs. 10 000 ouvriers y travaillèrent en utilisant 30 000 tonnes de matières premières. Les soins de santé étaient assurés par des médecins allemands. Ils étaient secondés par du personnel médical venu du pays dont les travailleurs étaient originaires. Au sujet des salaires, il parvint après de nombreux efforts à obtenir pour les travailleurs de l'Est la même paie que l'ouvrier allemand. Des primes de rendement leur furent accordées et leurs familles purent toucher 130 roubles par mois. Appelé à témoigner, un ancien collaborateur de Fritz Zockel souligna que le rendement des travailleurs de l'Est était particulièrement bon, aussi était-il très recherché. Comment croire que des ouvriers battus, affamés et laissés sans soins médicaux auraient pu avoir un très bon rendement? Dans un discours prononcé le 10 janvier 1943, Fritz Zockel lança « Côte à côte, les ouvriers russes, polonais, allemands, français travaillent dans les usines et dans les fermes du Reich, réalisant ainsi, avant l'heure, une image symbolique de l'Europe nouvelle. » Ce n'était certes pas le discours d'un homme complice d'une extermination des Slaves. Naturellement, la violence de la guerre à l'Est provoqua des tueries de civils, otages, juifs et autres. Le 22 juillet 1941, un ordre interdit aux soldats allemands de les photographier ou de les mentionner dans des lettres aux familles. Mais ces tueries étaient qualifiées d'excès abominables. Il ne s'agissait donc pas d'une politique systématique. Plus tard, d'ailleurs, le général Feulla souligna que l'ordre avait été émis après un massacre isolé perpétré par une troupe roumaine. Craignant d'autres excès de ce genre, les autorités allemandes avaient interdit aux soldats de les rapporter. À Nuremberg, le général Jodl déclara « Quant à l'anéantissement des Slaves, je ne puis que constater que les Slaves qui ont été tués dans les combats de partisans représentaient tout au plus 1/20 ou 1/30 de ceux qui sont tombés ou ont été blessés dans les grandes batailles régulières de l'armée soviétique. Ce chiffre ne peut donc pas entrer en ligne de compte. Par conséquent, c'est un point de vue tout à fait erroné. La conclusion s'impose. Aucun plan de destruction systématique des Slaves n'avait été élaboré. Ces précisions effectuées, j'en viens à la brochure intitulée « Le sous-homme ». L'année de sa publication est importante, 1942. En URSS, l'offensive allemande victorieuse avait alors été définitivement stoppée, rendant l'issue de la guerre très incertaine. De plus, les Allemands avaient pu s'apercevoir combien la machine de propagande soviétique était efficace. Aussi avaient-ils voulu lui répondre sur le même terrain, beaucoup de photochocs, peu de texte, afin de galvaniser le peuple. Il en résulta cette brochure de pure propagande de guerre, une brochure violente où, grâce à quelques documents épars, l'ennemi était montré comme un monstre absolu et menaçant. Sur l'avant-dernière page, on lisait « Comme ces femmes russes, vos femmes pleureront ». Le message de la dernière page résumait l'intention des auteurs. Le sous-homme s'est levé pour conquérir le monde. Malheur à ceux qui ne se rassemblent pas pour résister. Europe, défends-toi. Il s'agissait donc d'une brochure faite pour répondre aux besoins d'une lutte à mort, une lutte qui menaçait de mal tourner. Dans de tels moments, les outrances de la propagande sont inévitables. J'ajoute qu'à son procès, celui qui avait contribué à la diffusion de la brochure Le Sous-homme raconta qu'après la diffusion de quelques dizaines de milliers d'exemplaires, il avait reçu un rapport selon lequel un contremaître allemand jugé pour des mauvais traitements infligés à des prisonniers de guerre avait déclaré pour sa défense qu'il s'agissait de sous-hommes. En conséquence, la brochure ne fut pas réimprimée et dans la mesure du possible, les exemplaires déjà parus furent repris. Cet exemple démontre une nouvelle fois la prudence dont il faut faire preuve au moment de juger un fait. Afin de moquer le racisme d'Hitler, certains invoquent la légende selon laquelle en 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, le Führer aurait quitté le stade pour ne pas saluer la victoire du noir Jesse Owens. Or, les comptes rendus de presse parus à l'époque démentent. Hitler était présenté comme un supporter assidu de l'athlétisme qui n'avait raté aucune épreuve. Résumant la fameuse journée du 4 août, l'envoyé spécial du matin écrivit « Arrivé aujourd'hui au stade à 15h30, Hitler n'en partait qu'à 18h après le couronnement d'Owens. » On ne saurait être plus clair. Hitler n'a pas quitté la tribune parce qu'un noir avait remporté la victoire sur un arien. Plus tard d'ailleurs, Jesse Owens lui-même raconta
Quand je suis passé près du chancelier, il s'est levé, a agité la main vers moi et je lui ai rendu son signe. » Malgré cela, dans cet article encore en ligne, on lit « En remportant 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin dans l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, l'athlète américain a fait voler en éclats la thèse de la supposée supériorité aryenne. Mieux, les 110 000 spectateurs du stade olympique ont scandé son nom, celui de Owens, provoquant la fureur du Führer. » L'album souvenir des Jeux Olympiques publié par les autorités allemandes heurte de front ce propos. Les photos étaient vendues séparément pour être collées à l'intérieur. La page à l'écran retrace la victoire de Jesse Owens au 100 mètres plat. Le cliché du bas montre l'arrivée et celle du haut montre le vainqueur lors des éliminatoires. Cette autre page rappelle la victoire du noir américain Archie Williams au 400 mètres plat. Là encore, on trouve une photo de l'arrivée et une autre qui montre l'athlète. Ici, Jesse Owens est photographié alors qu'il rit en compagnie de la blanche Helen Stephen. Si vraiment le Troisième Reich avait cultivé une haine raciale primaire, cette image montrant une amitié interraciale n'aurait jamais été publiée. L'album souvenir compte également ce cliché du saut de plus de 8 mètres réalisé par Jesse Owens, un saut qui lui permit, le 4 août, de battre l'Allemand Lutz Long. D'ailleurs, que voit-on sur cette autre page ? L'Arien battu Lutz Long qui s'entretient amicalement avec son vainqueur noir. Et on ose encore prétendre que le Troisième Reich aurait prôné la haine raciale la plus féroce. Cet album pourra troubler celui qui croit connaître l'hitlérisme en écoutant uniquement ce qu'en disent ses adversaires. Mais il ne surprendra pas celui qui aura eu la curiosité de lire Mein Kampf. Celui-là sait en effet que jamais Hitler n'a dépeint l'Arien comme un surhomme, voire un demi-dieu, qui aurait été supérieur en tout aux autres races. Alors ouvrons Mein Kampf. Pour justifier son racisme, il commence par expliquer « Tout ce que nous avons aujourd'hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l'art, de la science et de la technique est presque exclusivement le fruit de l'activité créatrice des Aryens. » Hitler ne conteste pas que d'autres peuples, les Japonais par exemple, ont pu avoir une grande civilisation. Mais il les présente comme de simples dépositaires de la civilisation bâtie primitivement par les Aryens. Si l'on examine les différents peuples à ce point de vue, écrit-il, on constate qu'en fait, presque partout, on a affaire non pas à des peuples qui ont primitivement fondé la civilisation, mais presque toujours à des peuples qui en ont reçu le dépôt. Puis il explique que le mélange des sangs et l'abaissement du niveau des races, qui en est la conséquence inéluctable, sont les seules causes de la mort des anciennes civilisations. Car ce ne sont pas les guerres perdues qui amènent la ruine des peuples, mais la disparition de cette force de résistance qui est la propriété exclusive du sang pur. Hitler en déduit, tout événement historique est la manifestation d'un instinct de conservation de la race, dans le bon comme dans le mauvais sens. On en vient alors au cœur du problème. Hitler admet sans être gêné que chez tous les peuples, cet instinct de conservation de la race existe, qu'il assimile d'ailleurs à l'instinct plus connu de conservation de la vie. La volonté de vivre, écrit-il, est, considérée du point de vue subjectif, également forte chez tous les hommes. Dès lors, pourquoi seul l'Arien serait-il capable de créer la civilisation ? Hitler répond que tout réside dans la façon dont cet instinct se manifeste. Dans le genre de vie le plus primitif, écrit-il, l'instinct de conservation ne va pas au-delà du souci que l'individu a de son moi. D'où, chez les races d'hommes de la plus basse espèce, une organisation sociale qui en reste au stade familial. Chez l'Arien, en revanche, l'instinct de conservation dépasse les limites du seul moi, ce qui lui permettra de se sacrifier pour les autres. Cette disposition au sacrifice qui amène l'homme à mettre en jeu son travail personnel et, s'il le faut, sa propre vie au profit de ses semblables, est particulièrement développée chez les Aryens. D'où la possibilité de formation d'associations plus vastes et enfin de véritables États. Plus les hommes sont portés à rejeter au second plan leurs intérêts personnels, plus grande est leur capacité de fonder des communautés étendues. Hitler conclut, et c'est capital, ce qui fait la grandeur de l'Arien, ce n'est pas la richesse de ses facultés intellectuelles, mais sa propension à mettre toutes ses capacités au service de la communauté. L'instinct de conservation a pris chez lui la forme la plus noble. Il subordonne volontairement son propre moi à la vie de la communauté et il en fait le sacrifice quand les circonstances l'exigent. Les facultés civilisatrices de l'Arien n'ont pas leur source dans ses dons intellectuels. S'il n'avait que cela, il ne pourrait agir que comme destructeur, mais jamais comme organisateur.
car la condition essentielle de toute organisation, c'est que l'individu renonce à faire prévaloir son opinion personnelle aussi bien que ses intérêts particuliers et les sacrifie au profit de la communauté. L'important ici n'est pas de discuter la pertinence de ce propos, mais de souligner que ces pages de Mein Kampf sont capitales si l'on veut comprendre les fondements du racisme hitlérien. Jamais Hitler n'a prétendu que la nature aurait doté l'Arien de facultés telles qu'il aurait été, dès sa naissance, un surhomme, voire un demi-dieu, dépassant les autres sur tous les plans. Pour celui qui allait devenir le Führer, la supériorité de l'Arien résidait dans son génie créateur associé à un sens naturel du sacrifice pour la communauté. En particulier, Hitler ne prétendait nullement que l'Arien aurait été le plus fort physiquement. C'est pourquoi il a toujours insisté sur la nécessité du sport dans l'éducation afin de former des corps sains et forts, preuve que dans son esprit, la race supérieure n'avait pas été mieux dotée que les autres sur ce plan-là. Il est donc inepte de prétendre que le 4 août 1936, Hitler aurait été ulcéré de voir Jesse Owens battre Lutz Long au saut en longueur. Sans doute le Führer a-t-il été blessé dans son orgueil national, mais cette défaite ne remettait nullement en cause sa doctrine raciste. Dans les années 30, personne ne contestait la supériorité générale des champions noirs en athlétisme. Je montre enfin cette photo trouvée dans le quotidien Paris Soir. La légende porte « Le noir américain Jesse Owens, à gauche, est la proie des amateurs d'autographes à Berlin ». Gageons que parmi ces amateurs figurait un bon nombre d'Allemands. J'ajoute que 3 ans après les Jeux Olympiques de Berlin, à Leipzig, parut un livre en 3 tomes écrit sous la direction d'un voyageur allemand. Le premier tome évoquait l'Afrique et ses peuples. On n'y relevait aucune marque de racisme. Les peuples d'Afrique noire, notamment, étaient présentés sans haine ni mépris. On les montrait avec leur coiffure traditionnelle, leurs coutumes guerrières, leur médecine, leur art sacré, leur art rupestre, leur musique avec les divers instruments, leur méthode d'élevage, leur méthode de construction. En février 1941, une publicité pour cet ouvrage parut dans l'édition francophone de la revue allemande Der Adler. Le livre était présenté ainsi. Hugo A. Bernatzik, donc l'auteur, nous montre la vie et les caractéristiques ethnographiques actuelles des peuples étrangers. Il nous fait voir la beauté naturelle de certaines négresses de grande taille, les formes mignonnes des Chinoises, les corps admirables des danseuses de temples hindous et les beautés de l'océan Pacifique. Il nous donne l'occasion de jeter un coup d'œil dans la vie intime régnant sous les tentes arabes, dans les maisons de dégustation de thé au Japon et dans les cases d'argile en Afrique. Depuis 1945, la propagande anti-nazie fait grand tapage autour de la race des seigneurs. Certes, j'admets sans peine que le Troisième Reich eut ses turiféraires de la race des seigneurs. Mais au sein de ce parti hétéroclite qu'était la NSDAP, il n'était certainement pas majoritaire. Interrogé à Nuremberg sur le sens qu'il accordait à l'expression « race des seigneurs », Hermann Göring répondit « Personnellement, je n'y entends rien, car ce mot, qui en français devient une expression, vous ne le trouverez dans aucun de mes discours, dans aucun de mes écrits. Je pense, si l'on est un seigneur, qu'on n'a pas besoin de le faire remarquer. Et aussi, je n'ai jamais dit que j'estimais qu'une race était supérieure aux autres, mais j'ai insisté sur la différence entre les races. » Quelques semaines plus tard, l'ancien plénipotentiaire à la main-d'œuvre, Fritz Sauckel, déclara « Je n'ai personnellement jamais approuvé les déclarations faites par certains orateurs nationaux-socialistes sur une race supérieure ou une race des seigneurs. Quand j'étais jeune homme, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, et en Amérique et en Australie, j'ai noué avec des familles des relations qui comptent parmi les plus beaux souvenirs de ma vie. Jamais je n'ai tenu pour bonne la notion de supériorité d'une race, mais je considérais comme nécessaire l'égalité des droits. » Cette position était largement partagée dans les hautes sphères du gouvernement allemand. Je rappelle d'ailleurs que les directives officielles concernant la propagande interdisaient le racisme outrancier. Le 23 juillet 1934, lors d'une grande réunion des jeunesses hitlériennes, le Gauleiter Grohe rappela aux participants les bases racistes de l'unité nationale allemande. Les jeunesses hitlériennes, dit-il, doivent avoir conscience que ces bases sont avant tout communauté de sang et caractère spécifique de la race allemande. Tout en défendant ce point de vue raciste, le peuple allemand ne considère pas les autres races comme inférieures. Ici, certains s'étonneront que c'était contradictoire avec Mein Kampf. Certes, et cela prouve qu'au sein du parti, même sur le racisme, il n'y avait pas unanimité de vue.
Les questions de polygénisme ou de monogénisme étaient laissées à l'appréciation de chacun, tout comme celles sur l'éventuelle inégalité des races. Pour les proches d'Hitler, le seul consensus reposait sur le fait que les races étaient différentes et qu'il fallait refuser le métissage afin de préserver la civilisation. Il n'y avait là rien de criminel. À Nuremberg, l'ancien chef du service de la radio au ministère de la Propagande, Hans Fritzsche, déclara nettement « Je n'ai jamais propagé ou représenté la théorie de la race des seigneurs. J'ai évité cette expression. Je l'ai strictement interdite à la presse et à la radio allemande pendant l'époque où je les ai dirigées. Je crois également que la notion de race des seigneurs a joué un rôle plus important dans la propagande anti-nationale-socialiste qu'en Allemagne même. J'ignore qui a inventé cette expression. Elle n'a été publiquement employée, pour autant que je le sache, que par des hommes tels que le docteur Ley qui, je dois le dire ouvertement et expressément, n'ont jamais été pris au sérieux par personne. D'une façon tacite, cette notion a joué un grand rôle auprès des SS en raison de son caractère exclusif au point de vue racial. Mais les hommes intelligents, pleins de tact et connaissant quelque peu le monde, évitaient soigneusement l'emploi de ce terme. Peu après, il précisa « La propagande allemande, et je veux dire par là la propagande officielle allemande, n'a jamais prêché la haine raciale, mais la théorie de la distinction raciale, ce qui est bien différent. Mais je vous avoue qu'il y avait une sorte de propagande allemande qui dépassait ce stade et prêchait une haine raciale pure et primitive. » Ces citations confirment que si certains nationaux-socialistes ont pu exprimer une haine raciale, ce racisme radical n'était pas un élément essentiel du national-socialisme. Voilà pourquoi je le répète, on peut être national-socialiste sans vouloir exterminer certaines races. Être national-socialiste, c'est croire en l'importance de l'homogénéité raciale dans le cadre de la pérennisation de sa culture. C'est donc refuser l'antiracisme actuel et son corollaire, la submersion progressive de l'Europe. Mais pour éviter cette submersion, des politiques nullement criminelles pourront être mises en application. Leur réussite rétablira l'ordre naturel, source de prospérité et de paix. Le racisme, tel que je le conçois, est donc tourné vers la vie, pas vers la mort.